Mais ce soir, nous allons en écouter un autre, et peut-être essayer de sonder, d'approcher quelques-uns de ces secrets. Et donc, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui. Qui nous accueillons aujourd'hui? Armande ou André Versailles? Alors on accueille Armande. C'est elle. Mais c'est aussi André Versailles pour Armande ou le chagrin de Molière. Alors, je crois qu'on ne présente pas, on ne vous présente plus André Versailles. Peut-être vous dire, vous rappeler quelques petites choses de son existence, mais vraiment quelques bribes. Je pense qu'il a commencé en 1971 l'édition, les éditions complexes, et puis bien plus tard les éditions André Versailles. Quelles éditions ont droit de nombreux ouvrages, dont un qui m'a particulièrement séduit et intéressé, dont je me suis abondamment servi, c'est le Maeterlinck, ordonné par notre confrère Paul Corsex. Voilà, je crois que il est en tout cas l'éditeur de plus d'1 millier de livres. Oui. Ah bah oui. Alors ici, c'est, je crois, son premier roman. Est-ce exact? C'est le premier roman. Oui, Oui, le premier roman. Alors, s'il s'agit bien d'un roman, pourquoi André Versailles avoir choisi ce canevas de lettres écrites à M. Pauquin, à Molière, et cela 26 ans après la mort de Molière? Pourquoi ce canevas de lettres, finalement? J'avais envie de parler d'Armande déjà. Je me suis posé toutes les questions, évidemment, sous quelle forme. Je ne voulais pas faire une histoire romancée de Molière, une biographie romancée avec une petite subtilité éditoriale racontée par sa femme, un peu comme Hugo raconté par Adèle Fouché, parce que ça aurait fait de sa femme une espèce de Watson par rapport à Sherlock Holmes, c'est-à-dire un personnage inconsistant auquel personne ne s'intéresse, enfin, porte-parole, enfin une espèce de porte-parole. Or, ce qui m'intéressait, c'était elle. Molière aussi, évidemment, ça fait 15 ans que je travaille sur Molière et que c'est un souvenir d'enfance en plus, mais c'est elle qui m'intéressait. Et alors, généralement, quand un auteur veut faire parler ou veut faire raconter l'histoire par son personnage, c'est ce qu'il fait, c'est les mémoires. C'était le cas de Grimald pour Agripine, c'était le cas pour beaucoup de monde, et évidemment, pour moi, le chef-d'œuvre absolu, c'est Marguerite Yourcenar sur Adrien, que tout le monde a lu. Et en fait, à la fois, ça me semble le plus abouti, mais en même temps, j'ai l'impression c'est comme si elle avait fermé une boucle. Après ça, il fallait inventer autre chose, sinon c'est refaire ce qu'elle a fait, sans doute en moins bien. Et donc je ne voulais pas refaire ça, parce qu'en plus, le problème des mémoires, c'est que généralement, on se donne une bonne stature, c'est-à-dire on sculpte son propre buste, et on dit ce qu'on a envie de dire. Alors c'est facile pour l'auteur, parce qu'il peut tout raconter. Donc quand Adrien écrit ses mémoires, c'est pour Marc Aurèle. Et comme Marc Aurèle ne sait rien, il lui raconte tout, et les mémoires sont faites pour être publiées, pour être lues par d'autres personnes, évidemment. Un journal intime, pas du tout. Alors il y a des journaux intimes qui ont été publiés, etc. Mais en principe, un journal intime, surtout dans ce cas-ci, c'est quelque chose d'un rapport d'elle à elle. Et ça m'avait semblé intéressant, parce que si elle écrit son journal, elle n'écrit que pour elle. C'est un journal qui n'a pas vocation à être lu par quelqu'un d'autre, et elle n'a pas eu de chance, parce que moi je l'ai lu, et donc beaucoup d'autres personnes aussi. Et l'intérêt, c'est qu'elle se confronte à Molière. Alors je précise une chose, tout ce que vous avez lu dans ce livre ne vient pas de moi. C'est-à-dire que je n'ai aucune imagination, c'est désastreux. Quand je vois Lewis Carroll, je suis éperdu d'émerveillement parce qu'il a tout inventé, moi je serais absolument incapable. Donc tout ce qu'il y a dans ce livre, ce sont des choses que j'ai entendues, c'est-à-dire véritablement des confidences de personnes. Alors, je ne peux pas vous dire quand Armand dit ceci, c'est machin qui a dit ça, évidemment, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce livre, il n'y a rien qui a été inventé.
Tout ça, ce sont des choses réellement qui sont passées à d'autres personnes. La seule chose que je croyais avoir inventée, c'est l'idée qu'elle écrit à un mort, jusqu'au moment où ma mère est décédée. Quand ma mère tenait un journal, ce que je savais, mais je n'ai jamais ouvert de dentelle, etc., ça n'avait pas de sens. Et quand elle est décédée, j'ai eu le journal en main, donc je ne s'en cachais pas non plus. Mais je ne voulais pas lire de dentelle parce que je ne voulais pas qu'elle se censure après. Tout ça a été un peu compliqué, donc j'ai lu son journal. Et quand j'ai commencé à lire son journal, c'était extraordinaire. Je n'avais rien inventé. Ça existe, une femme peut écrire à son mari et lui dire tous les jours, tous les quelques jours, ce qui se passe et comment, etc. Donc voilà, donc tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est, j'avais en tête une phrase de Flaubert, que j'aime beaucoup, qui est dans la correspondance avec Louis Collet, et il lui dit, est-ce que tu as vu que Hénaud c'est un de ses contemporains, va en Orient, et je suis sûr, lui aussi va raconter son voyage en Orient, et il va nous dire ce que c'est qu'un turban, qu'est-ce que c'est qu'un narguilé, ce que c'est qu'un bas, et c'est toujours la même chose. Et en même temps, ça m'a rappelé un film, que vous avez probablement tous vu, qui date déjà de très longtemps, c'est Visconti, Mort à Venise. Ce film, j'avais 20 ans quand je l'ai vu, et je suis sorti de là, mais émerveillé, je me dis, c'est quand même incroyable. On est pendant 1h30, 2 heures, je ne sais pas combien de temps dans le film, on est tout le temps à Venise, on se sent à Venise, et il n'y a pas une seule carte postale. On ne voit pas la place, le Palais des Doges, on ne voit pas la place Saint-Marc. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Il nous fait sentir sans avoir de clichés. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que dans le principe du journal intime, il n'y a pas de ce qu'on appelle en littérature la page à faire, voilà, la bonne page qu'on retient, qui est la description, etc. Et donc je suis parti là-dessus parce que je me suis dit, il y a une contrainte intéressante, elle ne peut pas raconter à Molière ce que Molière sait déjà. Ça n'a pas de sens. Donc elle ne peut parler que d'elle, et par ce qu'elle raconte, on comprend de quoi elle parle. Un peu comme un grillard à 3 bandes, quoi. Là pour que ça passe de l'autre côté. Et ça, c'était une contrainte qui, bon, c'était pas aussi compliqué que l'Oulipo, mais c'est une contrainte qui m'intéressait. Alors je vous raconte une anecdote, alors c'est là, intime. Mon ami, à qui j'envoyais régulièrement des pages, quand j'envoyais 10 pages, j'en recevais 12 en retour, avec tous les commentaires, c'était formidable. Et puis un jour, elle me dit, tiens, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle a envie de le dire. Pourquoi? Elle me dit, non. Comment non? Non, toi tu as envie de le dire, parce que c'est une anecdote intéressante, etc. Mais qu'est-ce que ça va dans un journal intime? Je dis, bon, écoute, on verra. Hein. Et 3 jours après, je reprends et je me dis, mais évidemment, elle a raison. C'est-à-dire que, comme je suis plein de Molière, que je suis en train de terminer l'œuvre complète, etc., donc des anecdotes sur Molière, j'en ai beaucoup. Mais ça n'a pas de sens dans ce journal intime. Et ça, c'était l'autre phase de Flaubert. Ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil. Le problème, c'est que des perles, c'est très chatoyant, c'est beau. Un fil, pour le rendre sexy, c'est compliqué. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire véritablement moi, je n'ai pas voulu faire d'œuvre historienne, puisque j'ai pris une liberté totale, mais j'ai voulu faire, c'est vite dit, que psychologiquement ce soit juste. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est partir de quelques éléments et à partir de là comprendre qu'avec ces éléments qu'elle a reçus en partage, qu'est-ce qu'elle peut devenir. Voilà. Liberté totale, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, vous me disiez, c'est que finalement, y a-t-il une part, toute petite part quand même, pour l'Uchronie dans ce... Oui, c'est pas exactement de l'Uchronie, parce qu'au fond, elle raconte tout ce qu'elle raconte, c'est tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tous les événements, sauf les événements intimes évidemment, mais tous les événements, quand elle parle du théâtre, quand elle parle de la querelle de l'école des femmes, etc., tout ça, ce sont des événements, tout ça est juste. Ce qui est évidemment inventé, c'est comment elle le reçoit, comment elle... Il y a un exemple important, pour moi, Molière d'abord et depuis tout le temps, c'est le misanthrope. Et alors... on en reparlera. Oui, d'accord, on en reparlera, d'accord.
Mais donc, justement, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est pas tellement l'Uchronie, parce que l'Uchronie, c'est de dire, c'est quelque chose, si Hitler avait gagné la guerre, voilà, ça c'est une Uchronie. Et Dieu merci, c'est resté une Uchronie. Ici, ce n'est pas ça, parce qu'elle ne fait pas le contraire, mais elle parle de son point de vue, et donc on a un portrait de Molière qui est tout à fait subjectif, et qui est vu, je veux dire, depuis les coulisses et surtout depuis l'alcôve, quoi. C'est ça. Donc tout ça, évidemment, ce sont des choses que j'ai imaginées. Alors la question que je voudrais vous poser, qui est un peu un corollaire à la chose, pourquoi finalement Armande éprouve-t-elle ce besoin d'écrire? Alors c'est une femme qui arrive à un certain âge et qui se demande ce qu'elle a fait de sa vie. Il y a d'abord, pas en préface, mais enfin en préambule, Grimarest. Grimarest, c'est un vrai personnage, c'est l'auteur de la première biographie, à l'époque on disait la première vie, de Molière. Et donc j'ai imaginé qu'il a été la voir, ce qu'il a peut-être fait d'ailleurs, je n'en sais rien, parce que c'était quand même le témoin principal, le témoin le plus important. Et il va la voir et elle le renvoie en disant qu'elle n'a pas le temps. Il revient, elle le renvoie, il n'a pas le temps. Et à un moment donné, elle se demande pourquoi elle le renvoie comme ça. Après tout, qu'est-ce qui... c'est un type qui est gentil, qui aime beaucoup Molière, et puis elle se rend compte, parce que si elle raconte l'histoire de Molière, il va raconter son histoire à elle. Et s'il raconte son histoire à elle, elle va avoir l'image qu'elle sait qu'elle a de la femme infidèle, de la femme qui ingrate, parce que Molière lui a tout donné, il a été son Pygmalion, et finalement elle l'a trompé. Et elle trouve que c'est trop simple, et elle décide, elle, d'écrire la vie. Elle décide de le faire, elle écrit, au bout de 2 mois, elle se décide de relire, et c'est une catastrophe parce que tout est exact, rien n'est vrai. Parce qu'en fait, elle a triché, elle a essayé de mettre dans cette vie de Molière, elle a essayé de trouver sa place, de faire une espèce de justification, de défense pro domo. Et en fait, elle a envie de faire un peu le point sur sa vie, au fond, et elle a besoin, c'est-à-dire que si on veut tenir un journal, c'est lourd de tenir un journal, et comme elle est dans la solitude, il est important qu'elle puisse s'adresser à quelqu'un et lui dire, parce que c'est aussi une espèce de règlement de compte, mais sans haine. C'est-à-dire, est-ce que tu savais qu'en faisant ça, moi j'allais réagir comme ça? Est-ce que tu imagines, est-ce que tu t'es jamais mise à ma place? En fait, c'était ça. Et donc, c'est important aussi ce rapport justement avec Molière, parce qu'en plus, elle sait qu'elle a été la femme d'un très grand homme. Ça, tout le monde sait à l'époque que Molière, c'est Molière, c'est important. Et est-ce qu'elle l'a vraiment compris ou pas? C'est ça. Dans la note liminaire, vous évoquez aussi un autre journal, c'est celui d'Anne Frank. Est-ce que l'on peut évoquer cette... Oui, mais c'est quelque chose que j'ai pas découvert, mais dont je me suis souvenu plus tard, en rangeant ma bibliothèque tout simplement. C'est que le journal d'Anne Frank, que tout le monde connaît, est adressé à Kitty. Kitty n'existe pas. C'est une amie imaginaire, et je comprends, pourquoi elle a fait ça. C'est-à-dire qu'on a besoin c'est-à-dire que c'est comme si on a un rendez-vous. C'est un peu comme quand on a un travail, on a un agenda. Bon, il faut que j'y aille, quoi. Et donc, le fait de s'adresser à quelqu'un, même imaginaire, permet de tenir aussi un journal pendant des mois et des mois, quoi. Donc, c'était pour ça. Mais ça m'est revenu après. En écrivant, je n'ai pas du tout pensé à ça. C'est après, quand j'avais terminé, j'avais des trucs que je devais ranger dans la bibliothèque, et donc je suis retrouvé, j'ai refeuilleté le journal d'Anne Frank, et puis ça m'a frappé, quoi, qu'elle s'adresse à Kitty, ce que j'avais d'ailleurs oublié, pour dire la vérité. Il y a une petite parenthèse, et sans entrer dans la chambre des secrets, est-ce qu'André Versailles, auteur, tient un journal? J'ai tenu 2 fois un journal de ma vie, assez longuement, et c'est pour ça que je peux en parler aussi. C'est-à-dire qu'un vrai journal, c'est on se met à écrire quelque chose et on bifurque. C'est un peu comme en psychanalyse, on est là pour parler de quelque chose et on se rend compte au bout de 5 minutes qu'on parle de tout à fait autre chose. Il y a autre chose, il y a
l'impulsion est une impulsion tout à fait consciente, on sait qu'on peut parler de ça, et très vite un ricochet, et on parle d'autre chose parce que on a réfléchi à certaines choses, et donc ça marche comme ça. Et j'ai surtout lu beaucoup de journaux aussi, je veux dire, y compris des choses qui n'étaient pas vraiment des journaux comme les carnets d'Albert Camus, mais c'est Jules Renard, c'est d'autres personnes aussi. C'est le journal aussi de Benjamin Constant. Bon, il y en a plusieurs comme ça. Donc je suis un lecteur de journal de correspondance. Alors si on peut entrer maintenant peut-être dans ce roman, dans ce livre, il est question, vous brossez finalement par la voix d'Armande trois visages de femmes, trois femmes. Donc Armand, bien sûr, Madeleine et Marquise. Qu'en dites-vous finalement de ces trois femmes? Dans quel tiroir pourrait-on les glisser les unes et les autres? Je ne sais pas, par exemple Marquise, la passion, Madeleine, l'intuition, et Armand. Quel est votre jugement sur le regard que vous portez sur ces trois femmes? Alors la première c'est Madeleine, et en réalité c'est elle mon héroïne, parce que c'est une femme formidable. Je pense que si Molière ne l'avait pas rencontrée, il serait probablement jamais devenu... si Jean-Baptiste Poquelin n'avait pas rencontré Armande, parce qu'on dit que Molière aimait beaucoup le théâtre dans sa jeunesse, ce qui est probablement vrai. Mais ça ne veut rien dire. Moi j'adore le théâtre, ça ne m'a jamais donné envie de devenir comédien, encore moins metteur en scène, et encore moins chef patron de troupe, quoi. Donc il aime le théâtre, il rencontre Madeleine. Madeleine est une tragédienne déjà, elle est connue, elle n'est pas célèbre mais elle est connue dans ce milieu, elle est très appréciée, et à partir de là, ils vont monter ensemble le livre sur le théâtre. Molière a été très certainement séduit par elle, parce que c'est une femme très séduisante. Est-ce qu'elle a été séduite par lui? C'est pas sûr. Parce qu'en fait, c'est un jeune homme un peu frais et moulu. À l'époque, elle est la maîtresse du comte de Modène, qui est un personnage, un de ces personnages qu'on retrouve dans Alexandre Dumas. Je veux dire, c'est un type qui a une très grande prestance. Il a été membre des gens qui ont... Il a été un frondeur aussi. Donc, c'est vraiment un personnage assez formidable. Et Molière n'est rien à cette époque-là. En plus, il est plus jeune qu'elle de 4 ans. Mais ça marche. Il y a une chimie qui marche. Et c'est elle qui va comprendre très vite, probablement avant Jean-Baptiste, qu'il y a autre chose en lui. Ce n'est pas un acteur simplement, d'avoir un certain banc qui va devenir un acteur, mais qu'il y a quelque chose de plus. Et je pense que sans elle, ça a été la grande chance de sa vie. Il y a eu deux grandes chances dans sa vie. C'est d'une part Madeleine, sans laquelle il ne se passerait rien. Deuxièmement, c'est Louis XIV. Parce que je crois que Jean-Baptiste Poquelin sous Louis XIII, même avec Richelieu, ne serait jamais devenu Molière. Pas le Molière que l'on connaît. Et donc, pour cette femme, elle est formidable. Elle va, en fait, c'est à la fois une femme de tête, elle sait où elle va. Elle meurt très riche. Et en même temps, c'est une femme de cœur. C'est quelqu'un aussi qui va débarrasser Molière de tous les soucis. C'est elle qui va faire l'intendance en étant tragédienne. C'est-à-dire qu'elle était tous les soirs, elle continue à jouer, quoi. Une pièce de Molière et d'autres, évidemment. Et donc, et elle croit. C'est-à-dire, elle va être son soutien. Et bon, il y a des scènes évidemment qui sont trouvées. C'est-à-dire que quand Molière a des échecs, elle lui explique pourquoi. Et c'est ça qui va rendre mettre Armande en difficulté. C'est-à-dire que Madeleine est une femme ultra légitime. C'est la seule d'ailleurs dans le contrat avec le livre de théâtre qui peut choisir ses rôles. Tous les autres ont à obéir. Toi tu feras ça, toi tu feras ça. Madeleine, non, elle fait ça. Donc ça c'est cette femme, donc c'est à la fois l'amie, c'est la mère, bien sûr la maîtresse, c'est l'amie, c'est la conseillère jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Marquise, c'est autre chose. C'est une femme très célèbre. D'ailleurs, quand on lit des livres sur les femmes au XVIIe siècle, comme celui de Claude Dulon, il y a un chapitre sur elle. C'est une femme qui a séduit tous les hommes. Les frères Corneille ont été amoureux d'elle, La Fontaine a été amoureux d'elle, très vraisemblablement Molière aussi, mais probablement ça n'a pas marché. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais donc, c'est une femme très très séduisante. Au départ, c'est une danseuse de tréteau. Voilà. Et c'est Molière qui va vraiment en faire une actrice, quoi. Et donc, c'est une femme très importante dans la troupe.
C'est aussi l'une des premières trahisons pour Molière parce que Racine va la lui enlever. Il a fait d'autres choses pas très propres non plus, mais enfin il va la lui enlever. Et c'est dans l'histoire, Marquise du Parc est la femme qui a joué Andromaque, c'est ça finalement. C'est-à-dire, c'est intéressant aussi dans l'idée, pour Molière, imaginons, c'est lui qui la forme complètement, et quelqu'un lui la pique et va lui donner le rôle de sa vie. On ne connaît plus les rôles, même les moliéristes, il faut qu'ils se cassent la tête pour dire qu'est-ce qu'elle a joué ou pas, mais tandis que dans l'histoire du théâtre, c'est elle qui a joué le rôle d'Andromaque, le rôle titre, et elle est célèbre pour ça, et elle meurt peu après, quoi. Donc ça, c'est la part. Alors Armande, pourquoi Molière, qu'est-ce qui fait que Molière s'est attaché à Armande? Alors, premièrement, je crois que c'est la seule femme qui n'avait pas de passé en dehors de lui. Toutes les femmes qu'il avait connues, et d'autres amants, c'est le cas de Madeleine, c'est le cas de Catherine, cas d'autres femmes, elles sont tombées sur la route, mais elles étaient déjà, c'était des femmes accomplies, quoi. La petite, non seulement elle est vierge, mais elle n'a aucun souvenir qui est en dehors de Molière. C'est-à-dire que tous les objets que lui peut retrouver dans sa chambre, il peut leur donner une date, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Quand vous connaissez quelqu'un, vous allez chez lui, chez elle, vous voyez des tas de choses. Tous les amants ont connu ça, c'est-à-dire elle a des tas de souvenirs qui nous échappent. C'est compliqué. Et vous savez qu'il y a aussi un fantasme masculin, c'est d'avoir été le premier homme d'une femme, quoi. Par contre, il y a par réciproque, beaucoup de femmes doivent être la dernière femme de cet homme-là. Bon, voilà. Oui, on trouve ça dans le livre. Oui, c'est une réalité que tous les gens un peu sensibles ont remarqué, quoi. Donc voilà pourquoi, à mon avis, Armande. Et puis en plus, c'est lui qui l'a véritablement formée depuis toute petite. Et probablement c'est le rôle aussi de Madeleine. Je pense que Madeleine, c'est quand même un mariage bourgeois. Et à l'époque, contrairement à ce qu'on voit dans Molière, les mariages, c'était pas ça. C'est appuyé sur quelque chose de beaucoup plus solide. C'est-à-dire que c'est aussi des mariages de convenance. Et en plus, la troupe commence à être riche. Donc, elle n'a pas tellement envie que Molière qu'il y ait des aventures à gauche et à droite, c'est très bien. De toute façon, ils sont plus amants. Mais il faut que, à la fois, tout ce bien et tout le futur reste dans la famille, quoi. Donc, ça l'arrange. Et en plus, elle se dit que c'est sa fille. Donc elle garde une espèce de contrôle, ce qui ne va pas être le cas, parce que sa fille va tout faire pour sortir, pour s'émanciper. Et là, c'est le problème aussi. Molière, c'est son Pygmalion, et contrairement au mythe, le Pygmalion, ça ne finit pas bien, parce que pour que Galatée devienne vraiment elle-même, il faut qu'elle quitte, qu'elle trahisse comme on voudra, Pygmalion. Et ça, c'est le drame de Pygmalion, et c'est le problème qu'a eu Molière, où effectivement, Armande s'est construite par lui, grâce à lui, mais aussi contre lui. C'était le seul moyen de trouver de trouver une émancipation, quoi. Alors, si on voulait en résumer, donner un seul mot qui résume un peu les attitudes des uns et des autres, on pourrait dire que Marquise, c'est la passion inachevée ou impossible. Oui. Pour Madeleine, ce serait l'initiation. Et la sœur, peut-être aussi. Il y a quelque chose de très fraternel en plus. Oui. Et un peu incestueux, mais c'est comme ça. Et pour Armande, alors, le mot? C'est Galatée, c'est Galatée. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a scrutée et abandonnée, elle devient vivante, quoi. Elle devient vivante et donc elle le quitte. Vous voyez, les mythes peuvent mentir, mais je vous dis la vérité du mythe ici. Mais c'est mentir. Non, c'est des menteurs. On reviendra. C'est des menteurs. Alors, certes, il y a ces femmes qui sont importantes, mais dans ce livre, il y a un homme qui m'a impressionné et qui m'a beaucoup intéressé, c'est Baron. Vous voudrais parler un petit peu de ce Baron. Alors, Baron, c'est un jeune homme de 12-13 ans, à qui on a dit à Molière, parce qu'à l'époque, il est malade, et on lui dit, mais tu devrais voir, parce qu'il y a une troupe qui est venue jouer dans le théâtre de Molière, le troupe de la Raisin, et il y a un jeune homme, un jeune garçon, qui s'appelle Michel Baron, et on dit à Molière, tu devrais voir, quoi. Et il le voit, et il est vraiment très impressionné, et il décide de l'embaucher tout de suite. Alors ça se faisait par lettre de cachet. Il demande au roi
le fait de cachet, c'est-à-dire que quand on présente quelqu'un à partir de maintenant, Michel Baron fait partie de la troupe de Molière. Ce qui se passe pour le troupe de la Raisin, on ne sait pas très bien, mais c'est comme ça. Molière a une espèce de coup de foudre pour ce jeune homme, et ça m'a fait penser à Charlie Chaplin avec le Kid. Vous avez tous vu le film Le Kid. Charlie Chaplin raconte que, alors vous savez, Charlie Chaplin était un type, il faisait 150 fois la même prise, quoi. C'était fou. Avec Jackie Coogan, ce gamin qui a 6 ans, il lui montrait une fois, et il répétait exactement ce qu'il voulait. Il était fasciné parce que ça a été véritablement, c'est l'artiste qui l'a complètement compris. Et j'ai eu l'impression qu'avec Baron, c'était ça. Et Baron, effectivement, est un petit prodige, mais ça va très mal se passer avec Armand, parce qu'elle a l'impression qu'il a pris sa place. C'est-à-dire parce que Molière, qui est un Pygmalion, il a été le Pygmalion d'Armand, mais aussi de Catherine et d'autres, et là, il devient le Pygmalion, et c'est un peu un Molière bis, c'est un peu un fils spirituel. Et donc ça, elle ne supporte pas. Et donc, à un moment donné, il y a une espèce de dispute, lui répond très mal, elle trouve qu'il est vraiment grossier avec elle, elle le gifle, il s'en va. Il part. Mais il revient 5 ans. Il revient 5 ans plus tard. Pour Armand, elle a complètement oublié cette espèce de gamin là, insupportable, etc. Elle a vécu plein de choses. Entre-temps, elle a trompé Molière, elle a eu des amants, etc. Donc, elle se souvient, mais enfin, elle se souvient d'un truc désagréable, enfin, avec un mioche. Et c'est un très beau jeune homme qui revient. Il n'est plus du tout ce sale gosse antipathique, mais au contraire charmant. Ils dînent ensemble et elle ne sait pas ce qu'elle éprouve. D'abord, il est très beau, c'est la première chose. Et elle a envie de le connaître mieux, mais elle n'a pas envie, elle, de se dévoiler. C'est ça aussi, on a envie de connaître l'autre, mais bon, on n'a pas envie de réciproque. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et alors là, il y a aussi, que fait Molière? Molière, d'abord, il y a le bourgeois gentilhomme, et alors il y a un jeune couple dans le bourgeois gentilhomme, Lucinde. Le rôle, évidemment, c'est pour Armand, et généralement, les rôles, le jeune premier, c'est Lagrange, qui joue toujours le jeune premier, mais là, ce sera Baron. Et on joue un couple d'amoureux qui se disputent et puis qui se réconcilient. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Psyché. Alors, Psyché, c'est l'histoire que tout le monde connaît, c'est aussi une grande histoire d'amour. Et alors, c'est évidemment Armand qui va jouer Psyché, parce qu'elle est devenue une grande actrice. Et Molière ne trouve rien de mieux à faire que de donner le rôle de l'amour à Baron. Et donc, ça devient le couple de l'année. C'est véritablement, c'est le couple Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, comme en plus jeune. Quoi. Tout le monde trouve que c'est extraordinaire. Dans la Gazette, on dit, mais c'est extraordinaire, quel couple, etc. On se demande qu'est-ce que Molière a fait. D'ailleurs, c'est une question que lui pose Armand en disant, mais tu n'as rien vu? Que moi, je n'ai rien vu. On le sait, je suis aveugle tout le temps, mais toi qui comprends les gens, tu n'as rien vu. Et pour moi, c'est un mystère aussi. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est une formidable pièce, on ne le joue plus parce que c'est ce qu'on appelle une pièce à machine, c'est une fortune pour la remonter, mais c'est une vraie belle comédie-ballet. Et là, il se passe quelque chose entre eux, et il va se passer des choses à rebondissement, et à la fin, elle va se poser la même question qu'elle se pose à propos de Molière, est-ce que j'ai compris Molière? Et elle se dit, est-ce que j'ai compris Baron? Donc là, et c'est un personnage intéressant parce qu'il devient aussi le plus grand tragédien de la fin du XVIIe siècle. Il est très célèbre. Il prend sa retraite quelques années avant la mort d'Armande et il revient 20 ans après, une espèce de comeback comme ça. Mais dans l'histoire du théâtre français, il y a une place éminente. Quoi. Et c'est le fils spirituel de Molière, donc elle devient l'amante quand même du fils spirituel de Molière, pas loin de l'inceste quand même aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier, et ça s'est vraisemblablement vraiment passé, quoi. Il y a eu quelque chose en tout cas. Mais dans le roman, vous lui donnez une place très importante. Oui, d'abord par rapport à Molière. Molière il écrit une comédie, qui est une fausse comédie, enfin il y a de très beaux vers, mais enfin, qui s'appelle Mélisande. Il fait 2 actes, parce que c'est pas pour les plaisirs de chanter, c'est pour le ballet des muses, et il n'a pas fini. Et le roi lui dit non, c'est pas grave, comme il y a surtout de la danse, de la musique, peu importe, et il ne va jamais achever cette comédie, il ne va jamais la publier, on la publiera dans la première édition des œuvres complètes, c'est-à-dire après la mort de Molière,
en 1682. Mais c'est une pièce qu'il n'aurait probablement pas écrite. Il l'a fait parce qu'il voulait donner un rôle à ce gamin, quoi. Et il a un rôle de jeune amoureux, un jeune garçon qui s'éveille à l'amour, qui est amoureux de Mélisande. Mais en plus, il y a une fin qui est un retournement qu'on ne connaîtra jamais, qui s'est arrêté au deuxième acte. Vous voyez un peu Molière en cocu magnifique. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose, vous savez, il arrive dans beaucoup d'histoires d'amour que l'amant est présenté par le mari. Ça arrive souvent. Et la réciproque est vraie aussi. Et je connais des cas. Donc je veux dire, il y a quelque chose aussi qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui, au moins inconsciemment, est subodoré et en même temps qui est inévitable. C'est ça. Je veux dire qu'on est aussi le complice. Il aurait pu éviter. Bon, il revient quand elle a 17 ans, bon, très bien. Et de toute façon, je veux dire, il est acteur ailleurs. Donc là, Molière le reprend encore. C'est l'initiative de Molière, c'est lui qui. Voilà, alors pourquoi Mais c'est comme ça. Voilà. On pourrait peut-être aborder maintenant la question, enfin, ce que vous aimez particulièrement chez Molière, c'est Misanthrope, et finalement parler de cette Armande qui, dans le Misanthrope, est Climène. Tout cela, et la relation finalement avec Alceste. Oui, alors pour moi c'est la grande pièce de Molière, et c'est la seule pièce entre guillemets réaliste. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Il y a une petite scène burlesque, mais elle est minuscule, qui ne peut pas s'empêcher, c'est quand même un farceur. Mais c'est une pièce extraordinaire sur l'histoire d'un couple. Or, Molière donc, est le mari d'Armande, et il fait jouer, il joue une pièce, et il joue le rôle de quelqu'un qui est fou amoureux d'une femme, qui n'est vraiment pas son genre, comme dirait Swann. C'est véritablement pas son genre, parce que c'est une coquette, il déteste ça, il y a toujours du monde chez elle, il ne peut jamais la voir seule, elle est entourée de galants, de petits marquis qui ne supportent pas, mais il aime cette femme, mais il ne comprend rien à cette femme, c'est ça qui est important. Par contre, Célimène comprend parfaitement Alceste, elle comprend tout, et elle le manipule. Et en fait, dans la vie, maintenant, ça c'est des personnages, dans la vie, il y a Molière qui joue quelqu'un qui ne comprend rien et il lui fait jouer elle qui comprend tout. Et en fait, elle ne s'en rend pas compte. C'est très curieux, elle ne s'en rend pas compte. D'abord, elle est très choquée parce que comme Molière, comme d'habitude, quand il écrit une pièce, il convoque la troupe, il la lit pour avoir les commentaires. Parce qu'il a confiance dans les comédiens, savent comment juger, etc. Et donc il lit, et elle comprend tout de suite que le rôle qu'elle va avoir, c'est le rôle de Célimène. Mais ce qu'elle comprend, c'est que beaucoup de choses que Célimène dit, ce sont des choses que qu'Armand a dit dans l'intimité à Molière. Et donc elle lui dit, est-ce que tu te rends compte que tous les soirs, j'allais à dire devant des centaines de gens ce que je t'ai dit dans l'intimité. Donc c'est quelque chose qui la scandalise. Mais elle est devenue une vraie comédienne. C'est-à-dire qu'elle passe là-dessus parce qu'elle se rend compte que c'est le rôle de sa vie. Et c'est le rôle de sa vie. Et c'était le rôle de sa vie pour beaucoup de grandes comédiennes comme Cécile Sorel, qui dans les années 20 a bâti toute sa carrière sur ce rôle-là. Donc, mais ce n'est que bien plus tard, après la mort de Molière, quand elle va relire le Misanthrope, elle aura évolué et elle se rend compte que, et là, comme si lui était derrière elle en disant « Tu crois que je ne comprenais rien ? Lis et vois qui n'a rien compris à l'autre. » Et donc elle se rend compte que cette pièce qu'elle a véritablement jouée, et ça la renvoie à une autre pièce très importante, un peu avant, qui est le Don Juan, qui est une pièce totalement atypique dans le théâtre de Molière, totalement. Et il y a une scène qui n'est presque jamais relevée. Même Pierre Brisson, qui a écrit un formidable livre sur Molière en 1942, qui est souvent très désinvolte, mais c'est un livre qui est assez formidable, déteste une scène qu'il trouve patoisante, de paysans qui se parlent, un paysan et une paysanne. Et elle ne comprend pas, un peu comme Pierre Brisson, qui n'a rien compris à cette scène qui était étonnante. Cette scène vient tout à fait, est inutile dans l'intrigue de Don Juan. Rien. Sauf que qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un couple qui va se marier, et lui la voit, elle lui dit « J'ai quelque chose à te dire qui est important. » « Ah bon, c'est quoi ?» Et dit « Tu m'aimes ?»«
Oh, c'est encore cette histoire, bon, pas revenir avec ça, tu reviens toujours avec ça. Je reviens toujours avec ça parce que tu m'aimes toujours pas. Et il lui fait un procès. C'est la version paysanne du dialogue qu'il y a entre Alceste et Célimène. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est 3 ou 4 ans avant. Quoi. Et c'est extraordinaire parce que tout y est. Tout y est, elle aussi avec sa désinvolture, qui regarde déjà Don Juan, qui est brillant, etc. Exactement comme Célimène qui regardait Acaste et Clitandre, etc. Donc il y a la même scène qui est comme prémonitoire. Quoi. Donc Armande se rend compte de toutes les... Elle n'aimait pas du tout ce rôle, elle n'aimait pas la pièce d'ailleurs, elle trouvait que Don Juan était abominable, ça ne ressemblait pas, elle ne comprenait rien à cette pièce. C'est des années après quand elle le relit, et où se pose des questions parce qu'elle trouve qu'effectivement ce type est abominable, et elle est séduite. Il y a quelque chose dans ce personnage qui est séduisant alors qu'elle ne l'aime pas. Donc ça veut dire qu'il y a une double... Ce qui m'a intéressé aussi pour revenir au début, pourquoi le journal, c'est qu'il y a une double... On le voit là-dedans, on a une double évolution. On a l'évolution dans sa vie, de la petite fille jusqu'à la fin. Mais en écrivant ce journal pendant plus d'1 an, elle aussi aura évolué, parce qu'en reprenant tous ses souvenirs, elle les revit et elle voit également que tout ce qu'elle n'avait pas compris, parce qu'elle est beaucoup d'années plus tard, et donc il y a cette double évolution que si j'avais fait cette forme de mémoire, je n'aurais pas pu me montrer. Alors Armande fait référence beaucoup à Lagrange. Alors, réalité ou pas réalité? Alors Lagrange était quelqu'un d'intéressant parce que sans Lagrange, il y a plein de choses qu'on ne connaîtrait pas sur le Molière. Lagrange est un jeune acteur qui arrive quand il a 20 ans, il est déjà acteur, il est engagé par Molière, et c'est vraiment un bon tandem. C'est-à-dire que c'est le lieutenant de Molière. C'est un type formidable. C'est vraiment le chic type, comme on dit. Il est d'une solidarité et d'une fidélité à Molière. À tout casser, c'est lui qui va rester avec Armande, un des seuls qui ne part pas quand Molière va mourir et que d'autres comédiens s'en vont, comme Baron, etc. Lui, il reste avec elle et c'est lui qui va organiser, comme moi, il a fait l'œuvre complète de Molière, commenté. Voilà. Et donc, c'est la première édition des œuvres complètes de Molière, indépendamment de ce qu'on va trouver au XVIIIe siècle. Quoi. Et c'est lui qui fait la préface aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et c'est celui qui a ce registre, c'est-à-dire que tous les jours, il écrit. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il y a toutes les précisions, mais il reste muet. C'est-à-dire qu'il y a la recette, il y a le nombre de gens, il y a tous les événements qui sont passés, mais il ne fait presque jamais de commentaires. Il n'entre pas dans l'intimité, finalement, de Molière. Si, mais on ne le sait pas. Il ne peut pas vous l'inventez alors dans le livre. Quoi? Vous l'inventez. Ah non, tout ce qu'il y a est vrai, tout ce qu'il y a est vrai, ça c'est historique. Mais la seule chose qui est un peu inventée, c'est quand elle lui demande de lui raconter Molière avant. Et comme c'est quelqu'un de très, très discret, ça l'embête. Donc elle revient. Donc ça c'est un dialogue, c'est qu'elle ramène, évidemment. Mais c'est tout à fait cohérent avec le personnage, je pense. Tout à fait cohérent avec le personnage. Et c'est quelqu'un qui a été, je veux dire, son registre encore aujourd'hui. Et il a été réédité dans la Pléiade comme document. Mais c'est illisible, je veux dire, parce que c'est un livre de compte. Donc voilà. Mais ça permet de dire qu'à telle époque, il y a quelques erreurs qu'il a faites, parce que parfois il reprend des choses d'avant. Mais c'est un registre, il est d'ailleurs sous Vert ou sous l'Homme à la Comédie Française, parce que c'est vraiment la pièce centrale. Et c'est un type important. Alors, à propos du misanthrope, là, vous venez nous dire tout à l'heure, il y a quelques instants, qu'il y avait quand même quelques bribes de burlesque. Moi, je voudrais un peu que l'on fasse une petite digression un peu du roman pour parler peut-être de ce Molière qui est peut-être l'initiateur, le premier de la comédie musicale. Alors oui, Molière invente Broadway. C'est d'ailleurs le titre que j'ai, comme dans l'œuvre complète, il y a un chapitre, il invente Broadway, c'est-à-dire que c'est l'opérette après lui, c'est-à-dire que Molière a une autre... D'abord, c'est pas un écrivain, il y a une chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Molière, c'est un saltimbanque qui va devenir un très bon acteur et un grand acteur. Il devient un metteur en scène et il écrit pas du tout parce qu'il veut faire une œuvre, pas du tout. Il commence par griffonner des petites phrases parce qu'à l'époque, il passe 12-13 ans en province, 12 ans et demi en province. Or, il y a des tas de compagnies itinérantes.
Et ils ont le même répertoire, parce qu'une fois que les livres sont imprimés, ils sont dans le même public. Donc ils ont Rotrou, Corneille, Tristan l'Hermite, ils ont tous le même répertoire. Et ils se retrouvent souvent dans la même ville, puisque c'est les mêmes itinéraires, quoi. Donc il est important d'avoir des pièces en exclusivité. Mais on n'en a pas. Alors Molière commence à écrire des petites phrases, il dit on verra bien. Alors on a deux exemples, La jalousie du barbouillé et Le médecin volant, qu'on a découvert au XVIIIe siècle et édité au XIXe. Et on a, c'est des farces, elles sont drôles, mais bon, c'est des farces, quoi. Et puis ça marche. Les gens aiment bien une petite comédie. Alors c'est une comédie qui vient un peu en apéritif, comédie en un acte, un peu en apéritif, ou à la fin, en complément d'une tragédie, ou un peu le bonus, quoi. Et puis ça marche. Et donc il en fait de plus en plus. Parfois 6, 7 par mois, enfin tout ça est perdu. On a des canevas, on a des traces, parce qu'on a aussi, grâce au registre de la Grange, quoi, hein, Gorgibus dans le sac. Et puis on dit, ah tiens, c'est peut-être la scène de Scapin quand il met Jérôme dans le sac. Il y a des choses comme ça qu'on peut imaginer qui sont probablement vraies. Et donc, et petit à petit, il commence à se prendre au jeu et il aime ça. Mais toujours pas avec l'idée de faire une œuvre, il ne veut pas être publié. Parce qu'il considère qu'être publié, ça n'a pas de sens, parce que tout le sel d'une pièce à lui, il faut voir, c'est le jeu des acteurs. Et c'est vrai, parce que vous pouvez écouter Racine, vous ne perdez pas grand-chose. Avec Corneille, vous ne perdez pas grand-chose. Avec Molière, oui. Scapin s'envoie le jeu, et Amphitryon, n'en parlons pas, quoi. Je veux dire, c'est le bourgeois gentilhomme aussi, c'est-à-dire que sur papier, ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça qu'il ne veut pas être publié, parce qu'il trouve que ça ne tient pas. Et donc, justement, c'est quelqu'un qui va, grâce ou à cause de Louis XIV, les avis sont partagés, il va inventer la comédie musicale. Parce que ça, c'est Louis XIV, d'abord, c'est pas un type très lettré, hein, il faut le dire, c'est pas un grand intellectuel, mais il adore la musique. C'est un fou de musique et il joue lui-même, il joue de la guitare, il a appris la guitare quand il était gosse, et il adore la musique. D'ailleurs, le seul saltimbanque qu'il va garder, pour lequel il va avoir avec passion, c'est lui, c'est pas Molière. Et donc il dit à Molière qu'il veut avoir il lui manque des ballets, des comédies, ce qu'on va appeler des comédies-ballets. C'est pas du tout l'idée de Molière, mais ça l'excite. C'est pour ça que les moliéristes se trompent aussi, parce que, en gros, vous avez les littéraires qui aiment l'école des femmes, le misanthrope, Don Juan, etc. Alors, il y a deux comédies-ballets, soit le bourgeois gentilhomme, mais qu'on écourte les ballets, et évidemment le malade imaginaire. Et quand vous les voyez à la télévision, dès le moment où il y a la fin qui se termine en ballet, vous avez le générique, c'est coupé, ça n'intéresse personne. Or, les intellectuels, justement, ils n'aiment pas ce côté. Même Boileau, dans ce sac ridicule dans lequel Scapin s'enveloppe, je ne connais pas l'auteur du misanthrope, quoi. Je veux dire, Boileau, qui adore Molière, n'aime que le Molière sérieux. Et Molière, c'est un homme théâtre, c'est-à-dire il aime le théâtre. C'est un type qui vient de la commedia dell'arte, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe sur scène, comme sont les tragédiens. Quand il y a un dialogue entre deux tragédiens, ils ne se regardent pas, ils regardent la salle, et ils sont fixes. Molière a appris, grâce à Scaramouche qui est l'homme de la commedia dell'arte, ils vont jouer tous les deux, ils ont un même théâtre, quoi. Les uns une partie de la semaine, les autres d'autres parties. Il va apprendre justement à subordonner le langage à la mimique, et c'est-à-dire il va bouger sur scène, ce qui ne se faisait pas à l'époque, sauf dans les choses burlesques. C'est-à-dire qu'il veut déclamer comme on parle, pas de façon artificielle. Et donc c'est pour ça que la lecture ne lui suffit pas. Et donc ça va être quelqu'un qui va véritablement révolutionner le théâtre, la façon de jouer, sauf dans la tragédie. Ça n'a pas marché. Parce qu'on disait qu'il était mauvais tragédien. Je n'en sais rien. Peut-être que cette idée de jouer de manière naturelle, on ne fait pas parler à un empereur comme un marchand. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc le public a résisté. Mais par contre, en tant que comédien, je veux dire que ça marchait très bien. Et donc, petit à petit, il va commencer à écrire, il va écrire de mieux en mieux, et puis il va faire Kyrielle, le chef-d'œuvre que l'on connaît, quoi. Et là, il devient vraiment écrivain. Mais donc, là aussi, c'est une circonstance. Si, évidemment, il n'avait pas eu besoin de faire ça, il n'aurait pas continué à écrire, et il n'aurait pas... C'est-à-dire que c'est Louis XIV qui véritablement dit, et il veut une comédie dans 15 jours, quoi.
Imaginez, il devait faire des choses en 15 jours. Et non seulement concevoir, mais les acteurs devaient apprendre par cœur et la mise en scène devait être au point. Alors, je voudrais qu'on en revienne peut-être au roman lui-même et son écriture. Donc, on sait que Armand écrit une vingtaine d'années, 26 ans après la mort de Molière. Qu'en avez-vous fait de la langue française de cette époque-là, finalement? Alors, c'est une question que je me suis longuement posée, parce que je voulais écrire en français contemporain, mais je ne voulais pas écrire dans le français du XVIIe siècle, parce que ça aurait été une performance, et quand il y a une performance, on s'attache à la performance et on ne lit plus naturellement le bouquin. Et en plus, je veux dire qu'il y a des tas de termes, je veux dire qu'on ne comprend plus parce que les exceptions ont changé. Si je vous dis « vous êtes quelqu'un de formidable », ça vous fait plaisir. Au XVIIe siècle, vous voyez, très mal pris. Ça veut dire que vous êtes effrayant, quoi. C'est-à-dire, Moïse n'a pas paru à Pharaon plus formidable. Et Pharaon n'a pas trouvé Moïse formidable dans l'acception moderne. Et pour vous donner une idée, donc, je fais cette édition des œuvres complètes et j'ai fait un lexique, que j'appelle la langue de Molière. 1500 mots. 1500 mots où il faut donner, par exemple, quand Oronte montre dans le Misanthrope le sonnet et Alceste lui dit il est bon à mettre au cabinet. Et les gens pensent que c'est le mettre au chiottes, pas du tout. Quelqu'un comme Alceste, c'est quelqu'un de très poli. Le cabinet, c'est le secrétaire qui est dans le cabinet de travail, c'est-à-dire, bon, tu le mets là, c'est très bien, et tu fermes ma clé. C'est ça qu'il lui dit. Donc, si j'avais dû faire d'abord le bord, est-ce que j'en aurais été capable, je ne suis pas sûr du tout, et j'aurais dû expliquer tous les termes, ce serait devenu lourd, et ça aurait été une performance, c'est pas ça qui m'intéressait. Donc j'ai essayé de trouver une langue qui est postérieure, qui est proche de celle qu'on utilise vers la fin du XVIIIe siècle, comme Laclos. Par exemple, Marivaux, c'est un peu avant, c'est-à-dire c'est déjà un français plus moderne. En fait, vous savez, c'est comme vous avez des tas de maisons anciennes comme ça, et vous voyez bien que c'est par le Corbusier, que c'est vieux, mais ce que c'est début 19e, fin 18e, mais vous voyez que c'est vieux, c'est ça que je voulais. Je voulais une langue patinée et une façon d'écrire, c'est-à-dire avec les rejets et des choses comme ça, c'est-à-dire c'est une langue que tout le monde peut comprendre, mais on sent que c'est une langue ancienne, mais difficile à dater, voilà. Et donc pas d'être dans le français contemporain, parce que ça ne marche pas bien. Quand je vois, par exemple, il y a beaucoup de mises en scène qui se font avec Jules César en jean et en perfecto, je trouve que ça ne marche pas, quoi. Mais ça, c'est un autre débat, c'est autre chose, quoi. À ce propos, pour en rester là, il y a une expression que très honnêtement, moi j'ignore, je suppose que vous la connaissez toutes et tous, mais que veut dire se mettre au lait? Au lait, c'était le Saint-Régime. C'est-à-dire à l'époque, on pensait qu'on ne mange plus rien, mais toute la littérature, c'est toute la nourriture est quelque chose de lacté. Donc c'est être au lait, c'est ça. C'est-à-dire, et Molière a été au lait pendant très longtemps, et c'est comme ça qu'il se bon, c'est des régimes qu'on ne suit plus aujourd'hui pour mille raisons, évidemment. Il y a une personne dans la salle qui sait très bien que le lait de vache n'est pas du tout bon pour nous, c'est le lait de chèvre beaucoup plus, mais bon, voilà, mais je ne vais pas la dénoncer. Donc, voilà. C'est une expression qu'on retrouve quelquefois. Oui, mais ça vous l'avez aussi dans Point de lendemain, quand la femme va avec celui qui va devenir son amant chez son mari, elle lui dit, je vous sers un veau de rivière, il dit, madame, je suis au lait depuis 5 ans. Et voilà, c'est des choses que l'on retrouve, c'est dans les romans je veux dire, du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est comme l'opium, c'est pas des drogues, c'est-à-dire quand on dit des grains d'opium, c'est la mesure, qui est moins qu'un grain évidemment, et on prenait, c'est quelque chose qui calmait les gens. Quoi. Alors je voudrais aborder une question importante à mon sens, c'est finalement ce qui est peut-être le nœud ou le cœur de ce roman, c'est, et j'ai un peu peur du terme, mais c'est Armande et le féminisme. Armande, femme libérée, voilà, question. Alors d'abord, non seulement le mot n'existe pas, et c'est une vision, d'abord le féminisme, je vais vous retourner à la question, c'est Elisabeth
Badinter ou Alice Coffin. Vous hésitez, hein. Donc c'est difficile. Je veux dire, et entre les deux, il y a encore 24 nuances différentes. Donc, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Je veux dire que les féministes se déchirent entre elles, etc. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Mais prenons sur le principe. D'abord, oui, d'abord, il y a une chose, Molière, vous savez que nous avons tous adoré les précieuses ridicules, et on est persuadé que le langage, les expressions, voiturez-moi le conseiller des grâces ou les commodités de la conversation pour parler du fauteuil, etc. Les paresseux ne parlaient pas du tout comme ça. C'est Molière, pas qui invente tout, il invente, mais il est tombé sur un livre d'un auteur précieux qui voulait réformer tout ça. Alors il y a toute une liste, et il les a appliqués, et il a inventé des choses. Et les précieuses vont beau dire qu'elles ne parlent pas comme ça, et c'est Molière, et jusqu'à aujourd'hui, 400 ans, presque 400 ans plus tard, nous sommes tous persuadés en disant que c'était le langage des précieux. Donc aujourd'hui, la préciosité a une très grande importance, mais c'est un mouvement qui a été très court dans le temps, mais qui a influencé tout le monde, y compris des gens comme Racine, y compris comme Molière. Si vous lisez Psyché, si vous lisez, vous voyez, Amphitryon, il y a plein de lieux communs absolument précieux, quoi. Donc les précieuses, c'était des femmes qui voulaient, d'abord qui luttaient fortement contre le mariage, ce qui est le cas de Molière aussi, de la condition des femmes, ce qui était le cas aussi de Molière, et donc ce sont des gens qui voulaient les ruelles, comme on disait, c'était les salons à l'époque, on appelait les ruelles, et on disait que les ruelles étaient pavées de femmes, et les hommes arrivaient ventre à terre. Et en fait, beaucoup d'hommes les fréquentaient, c'est-à-dire La Rochefoucauld, les frères Corneille, etc. C'était véritablement une société mixte et qui voulait un certain raffinement. On parle de la société d'Henri IV, hein, qui était quand même une société particulièrement grossière, et elle trouve que... Donc il y a à la fois... Et ce n'était pas du tout ridicule quand on pense au roman de Madeleine de Scudéry, etc. C'est plus difficile à lire aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout des choses ridicules. C'est Molière. Molière veut faire rire. Et pour faire rire, il est prêt à faire n'importe quoi. Et donc, c'est une société, et Molière est proche des précieuses. Je veux dire que l'école des femmes, qui est véritablement une défense des femmes contre le mariage obligé, etc. Je veux dire, tout ça, c'est du féminisme. Mais ce n'est pas compris comme ça à l'époque. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que 400 ans plus tard, ça ne signifie plus la même chose. Mais c'est vrai que Molière était pour l'émancipation des femmes. Il a tout son théâtre le monde. Mais en même temps, il ne se gêne pas. Il aime les femmes. Et donc, comme il aime les femmes, il ne prend pas de gants. Donc, vous avez les précieuses îles, vous avez les femmes savantes, quoi. Mais je veux dire, pour lui, et c'était pas choquant à l'époque. On peut se foutre des femmes. On n'était pas dans le politiquement correct. On n'avait pas cette notion. Donc, quand on dit se fout des femmes, les femmes savantes, je veux dire que les femmes elles-mêmes riaient. Donc on était dans une époque qui était tout à fait différente, mais c'est vrai qu'il a éduqué ce qu'il dit à un moment. Il dit, est-ce que je me serais freiné, alors que lui était pour une liberté complète. Mais quand c'est sa femme, c'est autre chose, quoi. Ça, c'est la position intellectuelle et la position qu'on a en tant qu'individu, quoi. Elles ne correspondent pas toujours. À ce propos, André Versailles, auteur, il y a quelques instants, avant d'entrer dans cette salle, m'avait raconté une certaine anecdote que j'aimerais que vous confiez. Comme la personne n'est pas là, je peux la raconter. J'ai une amie qui est très féministe, forte, quoi, et très à gauche, etc., etc. Et je lui avais envoyé le manuscrit, mais sans mettre mon nom. On se connaît bien. J'ai vraiment de l'affection pour elle, même si je la trouve sérieusement intolérante par moment, plusieurs fois par jour. Et en disant que j'ai reçu ce manuscrit, elle sait que je fais de l'édition encore maintenant, et j'aimerais avoir ton avis. Et je lui raconte ce qu'il y a dedans. Je me dis, écoute, c'est pas du tout mon genre de lecture, c'est bien, c'est pas ce que je lis, etc. Donc je pense que je dis, écoute, ça m'intéresse, tu as un avis, c'est un monologue d'une femme, voilà, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que ça tient la route ou pas du tout, etc. Je lui envoie et je mets un nom de femme comme signature, etc. Et 10 jours après, elle m'appelle, elle me dit, écoute, c'est plutôt une heureuse surprise, je trouve que c'est bien. Bon, c'est vraiment pas ma littérature, je te répète, mais bon, je peux quand même les prendre. Je dis, écoute, ça fait, avec le Covid, ça fait 2 ans qu'on ne se voit pas, viens prendre un café ou viens dîner, et on prend rendez-vous, et elle vient.
Et on passe un bon moment. Elle me parle du livre, tout ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a trouvé intéressant, etc. Et puis je lui pose la question, je lui dis, si ça avait été écrit par un homme, est-ce que tu l'aurais lu de la même façon? Je n'avais pas terminé ma phrase, elle m'a dit, ah, certainement pas. Et je lui dis, au fond, pourquoi? Alors elle me dit, première réponse, mais elle se retient un peu en disant, je me demande quelle aurait été sa légitimité. Non, pas vraiment. Et puis elle me dit, je me serais demandé qu'est-ce qu'il veut prouver. Je dis, mais quand tu as lu d'autres, quand tu lis, par exemple, je ne compare pas les deux bouquins, mais les deux principes, est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que Paris Yourcenar a voulu prouver en écrivant Adrien? Elle me dit, oui, mais l'époque a changé. Et ça, c'était très intéressant parce que c'était dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le wokisme. Vous avez vu que cette chanteuse poétesse, qui au moment de l'élection de Joe Biden, on a voulu traduire cela en Hollande. C'était une jeune femme qui était une écrivaine qui devait le faire. Et il y a eu, ça a été un tollé mondial contre cela, et la petite a dû se retirer, quoi. Je veux dire que, parce que c'était une noire et donc une blanche aux yeux bleus, pas comprendre ce qu'une noire. Enfin, je veux dire le contraire de la littérature, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans la littérature, c'est qu'on voit à quel point, Molière avec Madame Bovary, c'est-à-dire tout ce qu'il a compris. Je veux dire, lui, dans les mythes de Croisset, quoi. Donc, je veux dire que ça n'a pas de sens, cela. Et bien, aujourd'hui aussi, mais ça date depuis les années 60, c'est à cause de Barthes. Barthes qui a dit la langue est fasciste. Bon, c'est la langue fasciste, qu'est-ce que je fais, quoi? Comment je m'exprime? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'innocence. C'est-à-dire que quand quelqu'un écrit quelque chose, on n'écrit pas pour trouver quelque chose, on écrit parce que c'est un besoin, sauf le roman engagé, ce qui est autre chose. Le roman engagé, pour ça qu'il y a une proportion plus importante, de romans engagés qui sont mauvais, parce qu'on veut absolument qu'ils correspondent à une idéologie. Pas tous, évidemment, il y a de très grands romans engagés, il suffit de voir Camus et d'autres. Mais, je veux dire, les personnages ne sont pas toujours libres. Tandis que quelqu'un qui a envie véritablement d'écrire un roman ne se pose pas ce type de questions. Moi, je suis parti sur quoi? Je suis parti sur l'idée que Armand est la fille de Molière, de Madeleine, et que Madeleine, même si ce n'est pas une femme écrasante, c'est une femme qui a une présence très forte, surlégitime, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et elle n'a rien de tout ça. Et elle doit se faire une place au milieu, dans une troupe de théâtre. Et alors c'est une chose que j'ai appris il y a quelques années, Dussin, qui était une des grandes comédiennes et une des grandes sociétaires de la comédie française des années 14-15 jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une interview d'elle qui était très drôle parce que le journaliste lui dit, mais au fond, la comédie française, c'est une grande famille, non? Elle dit, oui, si on veut, je dirais une grande famille comme les Atrides. Et voilà, et donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que les comédiennes sont très jalouses, et puis elle voit cette petite qui arrive, et en même temps, elles qui ne vont pas bien supporter, parce qu'elles ont toutes été des maîtresses de Molière, et puis Molière n'en a épousé aucune, et puis c'est cette mioche qu'il va épouser. Donc ça se passe difficilement pour elle. Donc c'est tout ça qu'elle a ensemble. Donc moi, ce que je voulais, c'est à partir de ces éléments-là, qu'est-ce qu'elle peut devenir psychologiquement? Quelle est la psychologie qui peut évoluer chez elle aussi? Avec aussi, elle est partie, quand elle était gosse, elle avait l'image d'un couple idéal. C'est Jean-Baptiste et Madeleine et Jean-Baptiste, jusqu'à sa puberté, où elle se rend compte elle a des amants et que lui, elle comprend qu'il regarde Marquise du drôle de façon, quoi. Elle est très jeune, elle ne comprend pas, même elle comprend qu'il y a quelque chose d'important. Et à partir de là, cette image du couple idéal va complètement s'effondrer et elle va commencer à prendre du recul. Mais en prenant du recul, elle va se trouver seule. Elle était surprotégée aussi, parce qu'elle était la fille de ce couple, quoi. Et ça marchait formidablement à trois. Et elle voulait que ça dure tout le temps. Et puis ça se brise. Et à partir de là, il y a quelque chose. Là, elle se rend compte aussi que Molière, même s'il est très proche d'elle, même quand il va devenir amoureux, à qui il lit ses pièces en priorité, c'est évidemment à Madeleine. C'est elle qui a un jugement. Alors, en fin de compte, André Versailles, vous avez mis Armand sur le canapé du psychanalyste?
Non, parce que ce n'est pas l'inconscient. Ça, c'est autre chose. J'aime beaucoup la psychanalyse, mais c'est autre chose. La psychanalyse s'occupe de l'inconscient. Si ce n'est pas l'inconscient, c'est-à-dire qu'elle se pose des questions et elle se rappelle, tout ce qu'elle appelle, prend d'ailleurs le registre de la Lagrange pour ça, parce que, et elle se rend compte, elle se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'elle a oublié tout ça? Il était de très beaux moments. Tout ça, elle avait complètement ce qu'on a déjà aujourd'hui refoulé. C'est pas le terme qu'elle utilise, évidemment, mais c'est ça qu'elle dit. Il y a plein de choses qu'elle... Et en même temps, quand elle feuillette ça, tous les souvenirs lui reviennent, et c'est une très belle histoire. C'est quand même l'histoire de la plus belle troupe de l'histoire du théâtre français, la plus riche, quoi. Donc elle est face à ça, et tout ça, c'est des choses qu'elle a rejetées, mais qu'elle commence à récupérer. Et en récupérant ça, il y a un bouleversement qui va se faire chez elle aussi, à travers le journal proprement dit. En filigrane, ce roman, c'est aussi finalement l'étude de celui que vous avez appelé le chiffonnier des âmes. Je ne sais pas si l'expression est de vous, ou j'ai trouvé ça extraordinaire, parlant de Molière, le chiffonnier des âmes. Mais pas seulement lui, hein, beaucoup de romanciers. Ouais. Beaucoup de romanciers. C'est évident que, je veux dire, en fait, les vrais romanciers, il y a des romanciers qui inventent tout. On a parlé de Louis Carroll, mais d'autres, par exemple, comme Flaubert, c'est quelqu'un qui observe, qui entend, etc., et qui comprend, et à partir de là, il vole. Je veux dire, c'est des choses que certaines personnes lui ont dites, et c'est comme ça qu'il fabrique ces personnages. Les romanciers, ce sont des chiffonniers là, effectivement. Il y en a plusieurs dans la salle. Alors, je crois qu'on va vous laisser parler, vous entretenir, converser avec André Versailles, mais avant d'en arriver là, je voudrais, André Versailles, vous donner la possibilité, c'est une obligation, de lire un fragment de votre livre. Alors vous avez le choix entre parler du mensonge ou du misanthrope. C'est la page 248 ou la page 240. Vous choisissez. Attendez, vous choisissez quoi? De nous lire un fragment de... Oui. Mais écoutez, vous êtes un beau meilleur lecteur que moi. Ah non. Ici, le jeu, j'en lis un et vous lisez l'autre. Alors. Vous lisez un gros et moi je fais un... Ah non, vous choisissez le mensonge ou le misanthrope. Le misanthrope, alors, pour vous. C'est le seul. D'accord. D'accord, c'est 240. Et puis on vous laissera la parole. On vous donne. Ah, c'est moi qui commence. Ah oui. Plus tard, quand tu nous lus le misanthrope, j'avais sourcillé plus d'une fois. Dans cette comédie, puisqu'elle prétendait en être une, tu n'avais pas hésité à mettre dans la bouche de Célimène des répliques entières que je t'avais adressées dans nos démêlés. Alors, il cite. Vous aimez les gens pour faire querelle. Enfin, il faut qu'à vous s'en rapportent les cœurs. On doit, pour bien aimer, renoncer aux douceurs et du parfait amour mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime. Vous êtes fous dans vos transports jaloux et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. En composant ta pièce, avais-tu pensé ce que j'allais éprouver en déclamant devant le public ce que je t'avais dit dans l'intimité? Quel chiffonnier de l'âme faisais-tu? Vous voyez qu'on ne peut pas dire beaucoup plus mal. Hein? Mais le livre est mieux écrit. Ne jugez pas le livre sur la performance que je viens de faire. Ce sera pareil pour moi. Ne vous osez pas d'école comme ça. Du 26 octobre. Moi, je ne lis pas tout. Vraiment. Je t'ai menti. Parce que je ne pouvais plus me gouverner autrement, parce que j'avais honte, parce que j'étais coupable d'affronter la réalité de notre situation. Quelquefois, je t'ai menti par pitié pour toi, pour te protéger. Du moins était-ce ce que je voulais croire. Je t'ai menti aussi par indifférence. J'étais tellement loin que je ne te voyais plus. Enfin, je t'ai menti pour tenter d'être libre, sans voir que mes mensonges m'allaient enfermer. J'ignorais combien, au contraire, les fâcheries qui amènent de tendres réconciliations
la dissimulation et le mensonge pouvaient anéantir une relation. Le mensonge. Alors, on va simplement terminer en peut-être un résumé de votre livre, un condensé en 2 lignes, et c'est en note. Donc c'est André Versailles qui dit cela, qui vous le dit maintenant. Mon roman serait le monologue intérieur de cette femme qui, par introspection successive, s'interroge sur ce qu'elle a fait de sa vie. En fait, ce roman, c'est autour d'une vie, un questionnement, et quelque part, ça peut prolonger ce questionnement, notre propre vie à nous. Peut-être, oui. Oui, oui. La parole vous est donnée. Paul, notre homme de théâtre. Merci beaucoup, c'était passionnant. On a encore envie de vous entendre pendant 3 heures. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout un spécialiste de Molière, donc je suis venu vraiment pour apprendre et en élève. Je suis très content de tout ce que j'ai appris, ça me donne vraiment grande envie de lire votre livre. Je voudrais vous poser une question peut-être plus adressée au romancier, à celui qui a eu le projet d'écrire ça et qui l'a écrit sous cette forme. Si j'entends bien, et d'après les petits extraits que j'ai entendus et ce que vous en avez dit, c'est un roman on pourrait dire en tu. C'est-à-dire en tu. Il s'adresse, et elle s'adresse. Ah oui. Elle s'adresse à un personnage déterminé. C'est un type particulier de roman. Il y en a tellement finalement des romans comme ça. Donc, ça me semble-t-il aussi a des effets particuliers. Où est la position du lecteur? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées, ça? Où est la position du lecteur par rapport à ça? Est-ce que le lecteur s'identifie à ce tu? Est-ce qu'il est plus comme une sorte de voyeur privilégié? Enfin, vous mettez en place une sorte de dramaturgie romanesque particulière en faisant ça. Oui, c'est vrai, mais je dirais que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, parce que moi je ne peux plus être le lecteur, puisque c'est moi qui l'ai écrit, donc je n'ai pas de recul par rapport à ça. Je peux comprendre que ce soit du voyeurisme. Effectivement, c'est ça. C'est du voyeurisme au sens du terme. Oui, oui, bien sûr, donc je ne fais pas je dis ni bien ni mauvais, mais je veux dire que, en fait, ce livre n'était pas. Ce livre était un bouquin qu'elle a écrit pour elle-même et pour personne d'autre, et dont elle se serait probablement débarrassée s'il n'était pas mort entre-temps. Comme elle a brûlé à la fin, si on ne retrouve plus rien de Molière, aucun manuscrit, aucune note, aucun brouillon, aucune correspondance, c'est parce que c'est elle qui a tout brûlé, quoi. Et donc, probablement, elle aurait brûlé d'ailleurs à l'intérieur même de ce journal, il y a des passages qu'elle a brûlés. Elle a dit, voilà, je ne suis pas revenue pendant un mois parce que je ne pouvais plus, j'ai relu ce que je t'avais écrit et ça m'a semblé assommant. Enfin voilà, c'est ce qu'elle dit. Et puis elle décide d'arrêter son journal et un mois après, elle reprend en se disant, mais finalement, c'est ma pharmacie. Et que ce soit narcissique ou pas, enfin, c'est pas les termes qu'elle utilise, mais elle en a besoin. Elle n'a que ça qui fait que pour se raccrocher véritablement à la vie, quoi. Donc cette position que le lecteur peut avoir, c'est qu'il lit quelque chose qui en tout cas ne lui est pas adressé. C'est une correspondance très privée, très intime. Et c'est parce qu'elle est très intime qu'elle peut être sincère, puisqu'elle ne risque rien en réalité. Elle ne risque rien puisque personne ne va la trouver. Vous ne pouvez pas savoir que 400 ans plus tard, un éditeur ou un pseudo-éditeur allait mettre la main dessus et allait se faire du beurre là-dessus, quoi. Voilà. Elle n'a pas pensé à ça.
ici, celui qui souhaite. Jean, toi, tu étais voyeur par le petit trou de la serrure, on va. Alors moi j'ai eu la chance de lire le roman déjà, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les personnes qui se trouvent dans la salle, et je voudrais saluer ici le fait que c'est un vrai roman dans lequel on a une perception non seulement d'Armande, mais aussi de Molière, mais aussi du siècle, et aussi du théâtre, de la manière dont s'organisait le théâtre. On pense aussi au théâtre d'Ariane Mnouchkine, au Molière d'Ariane Mnouchkine, en se disant on entre ici par la porte de la littérature et du roman dans un siècle, ce qui est une des vertus extraordinaires du roman. Mais ma question, je voudrais l'adresser à André Versailles, l'homme. Pas seulement le romancier, pas seulement l'éditeur, pas seulement le cinéaste, pas seulement l'anthologiste, pas seulement... Bref, on n'en finirait plus. Vous avez publié il y a 3 ans les œuvres complètes de La Fontaine dans la collection de bouquins. Vous avez dit fort modestement en passant que vous travailliez à l'édition complète des œuvres de Molière dans la collection de bouquins, toujours, qui est vraiment comme la Pléiade en quelque sorte, c'est le livre de référence. Alors ma question est la suivante: comment se passe une journée d'André Versailles par rapport à la masse de ce que représente le travail sur, en ne prenant que cela, sur Molière et sur La Fontaine? Vous vous levez le matin, vous lisez une pièce, la nuit, vous pensez à une pièce. Comment concrètement est-ce qu'on organise le travail? Vous savez, il y a un moment où, je ne m'en étais pas aperçu, d'ailleurs je fais dire à Armande, Armande découvre des lettres d'actrices, et d'abord ça ne lui fait pas du bien, et puis elle dit que le Molière, chacune, leur Molière entre elles était assez cohérente, c'est-à-dire mais n'était pas du tout mon Molière, et elle se dit, est-ce que je me suis construit un Molière à mon usage? Et puis voilà, je continue à écrire. Et puis, en travaillant sur l'œuvre complète, je me suis rendu compte que ça, c'est moi. C'est-à-dire que je me suis construit un Molière à mon image, ce qui fait que le travail que je fais, les annotations, etc., en principe, c'est un travail très lourd, et pas du tout parce que je vois Molière, c'est-à-dire que je me suis construit un personnage dont je le vois comme je vois Charlie Chaplin. C'est-à-dire qu'il y a des scènes que je lis, que je connais par cœur, que je ne peux pas dire comme ça par cœur comme un acteur, mais je veux dire, je sais exactement. Ce n'est plus une surprise, parce que je les ai lus je ne sais pas combien de fois. Eh bien, j'ai des fous rires, quoi. Je veux dire, c'est pour ça aussi que, en plus, j'ai des tas d'anecdotes. Vous savez, dans La Princesse des Lides, il y a un personnage qui voit arriver 2 Égyptiennes. Et il dit à un moment donné, elles sont gaillardes. Bon, ça fait sourire, mais c'est tout. Sauf que quand on sait l'histoire, ces 2 Égyptiennes, c'était le marquis de Villeroy et puis je ne sais plus quel autre conte, c'est-à-dire ce sont des hommes. Donc quand il dit elles sont gaillardes, c'est qu'on imagine véritablement ces soldats quoi, qui sont habillés en femmes. Et donc, il y a des moments comme ça, mais souvent, des choses qu'il dit, comme c'est devenu très familier, que je le vois dire ces choses-là, je passe c'est-à-dire, j'ai des fous rires tout seul, quoi. Heureusement, je me prendrais pour un fou, mais c'est-à-dire que c'est assez... c'est des moments véritablement formidables. C'est pas du tout une corvée, parce qu'en plus, j'ai eu l'accord de bouquins, de dire, écoutez, je ne veux pas faire une édition universitaire, il y a la Pléiade. La Pléiade, ça va très loin. Il vous donne même le nom des imprimeurs, il vous donne l'adresse des imprimeurs, 24 rue Guénégaud, c'est venu le chocolaterie aujourd'hui, et il vous donne aussi, il donne des détails, je veux dire, mais jusqu'à l'infini, et ce qui n'est pas possible parce qu'en plus c'est un volume, quoi, donc ça ne peut pas aller au-dessus. Donc j'ai dit, écoutez, je vous propose une chose, c'est de faire exactement le contraire de ce qu'a fait la Pléiade, pas être sur le même. C'est-à-dire que moi je vais raconter comment se passaient les premières, et parce que c'est la seule œuvre française que je connais, qui est une aventure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont eu des aventures. C'est Hemingway, c'est Alexandre Dumas, leur vie est un roman. Mais si vous prenez rien que Victor Hugo, par exemple, vous avez quoi dans son œuvre? Hernani, vous avez la bataille d'Hernani, qu'on peut dire, le reste,
il n'y a pas vraiment de choses à dire, c'est une œuvre formidable évidemment, mais il n'y a rien à dire sur Les Misérables. Il est paru, ça a marché, voilà, c'est tout ce que vous pouvez dire. Vous avez quelques critiques. Chez Molière, non, c'est tous les scandales. Scandale mondain avec les précieuses, scandale féministe avec la querelle de l'école des femmes. Donc ce que je raconte par exemple, qui n'est pas dans l'œuvre complète, c'est-à-dire que j'ai réuni des moments ensemble. Vous avez l'école des femmes fait scandale, pas du tout des bigots, ça va venir après. Ce sont ses confrères, c'est quelqu'un comme Corneille et d'autres. Et puis les confrères, le théâtre de l'hôtel de Bourgogne, qui sont contre lui. Donc on tire sur lui. Sauf que plus on tire sur lui, plus ça marche. Et puis la polémique n'était pas énorme non plus, et elle se calme. Et ça n'arrange pas du tout les affaires de Molière. Alors il va rallumer la polémique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pièce qu'on ne lit pas beaucoup, parce que ce n'est pas une pièce importante, mais qui a une saveur formidable quand on l'introduit. C'est-à-dire qu'il met en scène, c'est un acte en prose, où il met en scène ses ennemis, et lui-même joue un marquis complètement idiot qui déteste Molière. Donc, c'est-à-dire qu'une fois c'est-à-dire que si on le met dans le tome 2, parce que ça a été édité plus tard, c'est après la Pléiade, je veux dire, on n'a pas ça. Donc, quand on raconte cela, et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'hôtel de Bourgogne est évidemment très fâché parce que c'est une pièce qui attaque l'hôtel de Bourgogne. Ils écrivent, donc ils publient, enfin ils jouent la critique de l'école des femmes. Donc ils tombent dans le piège. Et ce que fait Molière, c'est formidable, il fait l'impromptu de Versailles, qui est une réponse à cela. Eux continuent, ils font l'impromptu de l'hôtel de Condé. Ça se termine comment? Que le grand Condé invite les deux troupes, et ça va être une longue soirée où on va jouer, chacun va jouer sa pièce. Question, réponse, question, réponse. Mais c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle un festival Molière. Donc il a tout compris, Or, quand on lit les choses séparément, on a avec les variantes, etc. Mais quand on raconte l'histoire, c'est formidablement savoureux. Donc, l'Amphitryon, par exemple, qu'on ne joue plus beaucoup, c'est vraiment une pièce formidable, pièce à machine. Il y a toute la question qui se pose, est-ce que Jupiter, est-ce que c'est Louis XIV? Louis XIV, au consul Bodor, devenir l'amant de la Montespan. Et il y a toute une querelle des historiens, c'est assez intéressant. Des gens qui disent, mais évidemment, tous les éléments sont là. Il y a des vers quand même, être le rival de Jupiter n'a rien d'infamant, c'est ça qu'il dit. Et en même temps, dit non, parce qu'au fond, c'est les qu'après qu'on saura qu'il devient véritablement l'amant de la Montespan. Mais il y a toutes les querelles qu'il y a autour de ça, et on se dit que Molière, il avait su Bodoré, c'est ça qu'il comprend très vite. Il dit vraiment de ce côté, il pige, Et puis il voit les choses. Il n'a pas besoin tellement d'explications, c'est un observateur, il voit tout. Et donc, lui a compris qu'il se passe quelque chose, donc il le met en scène et il dit au fond, à la cour, ça va leur plaire. Parce qu'il n'y a pas seulement l'intrigue elle vient de Plaute, donc il reprend la même intrigue à peu près. Mais s'il ajoute quelque chose qui est un clin d'œil aux courtisans, c'est ça son public. Molière n'est pas un auteur populaire, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'une pièce, pour aller voir, le prix d'une pièce, c'est 2 jours de la journée d'un ouvrier. Donc c'est un terrain, c'est la petite bourgeoisie, la bourgeoisie friquée, et puis la noblesse. C'est ça son public. Donc il sait aussi ce qui leur plaît. Et donc il introduit des choses comme ça, et alors ça devient véritablement vraiment intéressant parce qu'on a, d'abord parce que la biographie de Molière, c'est l'histoire de ses œuvres. Donc il y a les scandales, et bien toutes les fêtes. Ça, on a perdu de vue, ce que j'ai raconté sur Psyché tout à l'heure. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que Molière met en scène un couple qui va devenir un amant, Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'il ne comprend pas ça, ou il comprend, ou il joue avec ça, ou bien c'est un type. Je pense que c'est en plus un pessimiste, c'est-à-dire un pessimisme qui est évidemment hilarant, mais pour lequel il n'est pas sûr que l'on soit bon, Et il y a des choses formidables quand on connaît l'histoire, qu'on raconte les premières. Je l'ai conçu comme un feuilleton, la suite au prochain numéro, véritablement comme ça, et ça marche. Donc j'ai envoyé, donc j'avais un peu peur, il a dit, mais tout est juste. Alors il y a des notes à n'en plus finir, elles viennent en fin de bouquin. Il y a vraiment beaucoup de notes. Et il y a un lexique pour me débarrasser du vocabulaire. J'ai fait le lexique qui fait comme 1500 mots.
enfin, 1485, quelque chose comme ça, pas loin. Et donc on a tout ça une fois pour toutes, il y a les astérisques, on sait qu'on peut retourner à cela. Et donc ça m'amuse beaucoup, parce que c'est un formidable scénario. C'était à partir de ça, on peut faire une histoire de Molière. Alors, moi j'ai beaucoup aimé le film de Mnouchkine pour tout ce qui ne touche pas Molière. C'est-à-dire, c'est la première partie. Elle a tout inventé, on ne sait rien. Mais ce qui m'a frustré, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas une seule pièce de théâtre. La seule prestation qu'il y a, c'est quand il est devant Louis XIV et qui est une prestation du mime, là, hein, mais il aurait pu jouer le médecin volant, parce c'est le docteur amoureux, la pièce est perdue. Mais elle aurait pu prendre le médecin volant ou la jalousie du barbouillé, qui aurait été tout à fait un extrait. Et il n'y a pas un mot sur le misanthrope. Alors, faire tout un film, 5 heures, sur Molière, et pas un mot du misanthrope. Ensuite, ce qu'elle a fait de l'école des femmes, je veux dire, là ça date, c'est le féminisme, c'est pas une pièce féministe. Je veux dire que si vous avez l'occasion, voyez l'interprétation, il y a le film qui existe, il doit se trouver en DVD, Bernard Billet et Adjani, qui a 17 ans à l'époque. J'en ai vu, je peux vous dire que les pièces, tout ce qu'il y a comme DVD, je crois que j'ai tout vu. Moi, j'ai dû en vendre une centaine, quoi, je veux dire 200. Facile. C'est la plus belle interprétation. Elle est extraordinaire. Et lui est extraordinaire. Ils ont simplement fait une connerie aussi, c'est ça qui est terrible. Parfois, les gens ne réfléchissent pas. Il dit à un moment donné, quand il est désespéré, que veux-tu que je fasse, que je m'arrache la moitié de mes cheveux. Or, on l'a vu 2 scènes avant, sans perruque. Et bien, comme vous savez, il trouve comme une boule de billard. Qu'est-ce qui fait que le réalisateur, qui est formidable, a laissé passer un truc comme ça, quoi. C'est assez bizarre. Mais l'interprétation est Bernard Blier bouleversante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette... c'est ça aussi qui est chez Molière. C'est-à-dire, à la fois, il se moque, mais en même temps, le personnage est terrible, parce que ce type qui est un fou complet, il prend une fille au berceau, quoi, quand même, vraiment. Il éduque. Il faut qu'elle soit ignorante absolument, qu'elle soit idiote, etc. Et elle découvre et devient intelligente, parce que comment l'amour vient aux filles, quoi. Et il découvre, et lui se découvre. Il se découvre pas possesseur, mais véritablement amoureux. Et donc il est bouleversé. Et il y a ce bouleversement, et Bernard Blier là-dedans est extraordinaire. Donc voilà, donc c'est ça aussi. Donc c'est ça qui m'a plu là-dedans, c'est de pouvoir montrer ce côté extraordinairement vivant de l'histoire de cette troupe, qui est quand même la troupe la plus importante de l'histoire du théâtre français, quoi. Il n'y en a pas d'autre. Il y a Renaud Barreau aussi, mais c'est plus tard quand même. Est-ce que l'une ou l'autre parmi vous souhaite encore converser avec André Versailles ou Armande? Alors je vous signale qu'il y a quelques ouvrages mis en vente de cette Armande ou Le Chagrin de Molière. Et pourquoi pas Armande et Le Chagrin de Molière? Non, parce que c'est par rapport au Chagrin de Molière que tout se fait. Parce que ce n'est pas deux choses, parce qu'elle s'adresse à lui et les choses sont imbriquées. Parce qu'elle lui a fait du mal, elle s'est trompée aussi sur lui et elle n'en a pas été heureuse. Là aussi, c'est-à-dire que c'est la sincérité. Elle est folle amoureuse du comte de Guiche et puis finalement, il la largue à la fin et elle se retrouve, c'est-à-dire que tout ce qu'elle reprocherait à Jean-Baptiste, elle se rend compte qu'elle a exactement la même conduite, quoi, parce que Jean-Baptiste, chaque fois qu'elle part, il peut la retenir, et ça l'agace. Et bien elle se rend compte qu'elle a la même chose avec le comte de Guiche, qui doit travailler, dit-il, et donc il la renvoie. Et elle espère une fois qu'il ne la renverra pas, bon, nous avons rendez-vous jusqu'à 5h, au moins jusqu'à 5h10, quoi. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est dire... Et elle veut s'accrocher aussi, et elle se rend compte que le Guiche lui fait vivre la même chose que ce qu'elle a fait vivre en Molière. C'est pour ça aussi que ses souvenirs, en parlant d'elle, elle comprend mieux Molière aussi. Et en même temps, toutes les disputes qu'ils ont eues et qui reviennent, et elle se dit, elle est choquée de ce que Molière lui a dit, mais elle est encore plus choquée de ce qu'elle a dit.
est-ce que c'est possible que j'ai dit? Et c'est la manière dont elle s'est conduite vis-à-vis de sa mère aussi. Là aussi, c'est le conflit mère-fille, je veux dire, on sait à quel point ça peut être difficile, quoi. Alors une chose semble peut-être évidente, c'est que André Versailles est certainement amoureux d'Armand, mais on ne sait pas si Armand est vraiment amoureux d'André Versailles. Voilà. Oui, on ne va pas creuser ça.